faire accompagner si on ne sait pas comment commencer. On cherche toujours des locaux et des sponsors, bien sûr, pour la nourriture et la boisson. On a donc un programme de mentorat qui existe aussi. Pour le coup, on a plusieurs programmes de mentorat à la FUP. Ils sont tous gratuits. Il y en a un qui est un programme de mentorat sur la partie PHP. C'est gratuit, vous pouvez demander. Il y a toute une page qui explique ça. On a aussi du mentorat pour les speakers. Donc ça peut être aussi intéressant si jamais vous voulez démarrer dans le public speaking. Le prochain meet-up, ce sera le 8 janvier chez Believe, juste Paris Nord, côté Saint-Ouen. On aura une intro par Sophie Beaupuis, qui nous parlera de PHP chez Believe. Et ensuite, on aura 2 talks très intéressants, un sur les IA et l'autre sur le choix d'une architecture. Voilà. Donc, si réservez la date, ça va être très sympa. On a aussi la date du super apéro. Donc le super apéro, c'est un apéro qui est dans toutes les antennes de France en même temps. Donc ce sera le 11 mars. On n'a pas encore décidé ce qu'on faisait, donc j'ai pas plus de détails. Donc suivez-nous sur Meetup. Si vous voulez retrouver plus d'infos sur l'antenne de Paris, vous avez le lien du Linktree. Dessus, il y a aussi un lien vers un sondage si jamais vous voulez nous donner des informations sur quel type de talk vous voudriez voir ou voilà, n'importe, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à regarder. Il y a aussi les liens vers le LinkedIn, qui est ce qu'on va le plus mettre à jour, idéalement, quand on y pense. Et voilà. Côté AFUP, donc niveau AFUP, on organise un AFUP Day à Paris, notamment, mais aussi à Bordeaux, à Lille et à Lyon, le 22 mai. Donc là, c'est une journée complète de conférences, voilà, qui va être très sympa. Nous, on connaît déjà le line-up, mais pour vous, ce sera révélé en janvier. Début janvier, je crois que c'est le 5 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Il reste 2 places à 65 € hors taxe, et après... On doit passer dans les 80 et quelques hors taxes, je ne sais plus exactement, mais voilà. Dépêchez-vous de prendre les places si vous en voulez. C'est très sympa. Et si vous venez me voir à la fin pour en discuter, je peux éventuellement vous glisser 1 ou 2 noms de speakers, voilà, histoire que vous ayez les yeux fermés, mais un peu entrouverts. Donc, la FUBD à Paris, on cherche des sponsors. Donc, si votre entreprise peut être intéressée, forcément, on a besoin d'argent comme tout le monde. Donc, n'hésitez pas. On a un sponsorship pack qui est prêt, que je peux vous passer. On peut en discuter sans aucun problème. Et voilà, pour cette partie-là. Côté PHP, les versions supportées de PHP, normalement, tout le monde est en 8.5 aujourd'hui, si tout s'est bien passé. 8.4, allez, on va être tolérant. Mais voilà, n'oubliez pas, il y a cette page qui existe sur le site de PHP qui est toujours très intéressante. Les couleurs, ça peut aider les décideurs à comprendre des fois. Donc, n'hésitez pas à leur montrer, voire à l'afficher sur un écran au boulot. Qu'est-ce qu'on a de beau dans la communauté? On a le Response Interop qui est ouvert pour public review. Donc, l'idée, c'est d'avoir une PSR sur la partie réponse HTTP. Voilà. Vous pouvez aller voir le post de PM Jones, il y a aussi un repo GitHub qui existe, et donc il cherche des gens qui veulent bien commenter là-dessus. Si vous avez votre propre framework comme certains, ça peut être intéressant d'y jeter un œil, on ne sait jamais. Ça, je l'ai rajouté là, mais c'est pas du tout une actualité, mais Perforce a relancé la ZCE, donc la certification Zen PHP Certified Engineer. Ils l'ont relancé en début d'année, mais je l'avais complètement loupé, donc je vous l'ai remis là. Si jamais ça vous intéresse de passer des certifs, celle-là est assez difficile, assez inutile, mais elle est marrante. Donc c'est toujours intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir un talk sur Slim, le framework léger, par Thierry, qui est là. Et on va avoir Donne-moi du cash par Axel, qui est juste à côté. Hop. Comme je disais au moment du Linktree, on aimerait bien avoir votre avis, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire, je pourrais vous repasser le lien après. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver des talks qui vous conviennent, donc si vous nous dites ce que vous voulez, c'est encore mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Et pour finir, donc ce soir on est hébergé et l'apéro est offert par Algolia, donc merci beaucoup. Et du coup je vais laisser la main
au représentant d'Algolia. Merci, je vais être relativement bref. Je voudrais juste faire un sondage rapidement à main levée. S'il vous plaît, levez la main si vous savez déjà ce qu'on fait à Algolia. À peu près plus de la moitié. Ceux qui ne savent pas, pouvez venir discuter avec moi après. En quelques mots, on est un moteur de recherche privé, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas comme Google dans tout ce qui existe sur Internet, mais dans vos données à vous que vous balancez dans l'API d'Algolia. C'est comme une base de données spécifique optimisée pour la recherche. Et après, vous avez des endpoints d'API pour envoyer des mots-clés et on répond en quelques millisecondes tout ce qui match. On a des clients d'API en PHP, Symfony, Laravel, même si on n'a pas de PHP à proprement dire dans notre stack à nous. Mais on peut en discuter plus tard ensuite. Après, pour les informations du Meetup, ce soir, comme vous le voyez, on a une salle qui est quand même assez chouette pour héberger des Meetup. Et si vous faites partie d'autres communautés à Paris qui cherchaient des salles pour héberger leur Meetup, dites-leur que nous, on est chaud à héberger. À partir du moment où il y a au moins une personne chez nous à Algolia qui est intéressée pour le faire, on héberge, que ce soit tech ou agilité, design, tous les trucs qui tournent autour un petit peu du métier de tech. Il y a des pizzas qui arriveront tout à l'heure à 20h20 et les fumeurs pourront utiliser la terrasse qui est dehors après coup. Donc normalement, on va passer une très très bonne soirée. Merci beaucoup. C'est toi. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Je tiens bien le micro ou pas? Ouais, ok. Bon. Ça commence bien. Donc bonjour à tous. Ah non, je clique trop vite. Je recommence. Ok, je vais vous parler un peu de mon histoire avec les frameworks. Quand j'ai commencé à faire du PHP, j'étais un peu perturbé par l'offre des frameworks qu'il y avait sur le marché, un peu déçu même, et comme bon débutant à l'époque, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai créé mon propre framework, sans évidemment m'intéresser plus que ça à ce qu'il y avait sur le marché ou aux évolutions suivantes, et j'ai créé ce framework pour qu'il s'adapte à mes besoins personnels, sans jamais me poser la question de s'il y avait mieux ou pas. Et puis, les années ont passé, j'ai continué à utiliser ce framework, à le faire évoluer pour mes propres besoins. Et du coup, j'ai complètement zappé l'arrivée de gros frameworks comme Symfony et plus tard Laravel. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est quand même dommage. Il y a un petit truc là, ce Symfony, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air compliqué, mais ça vaudrait peut-être le coup de s'y intéresser. Et c'est ce que j'ai fait il y a à peu près une dizaine d'années, date à laquelle je me suis dit, vu mon niveau de PHP, qui était encore à l'époque débutant, c'est un peu trop dur pour moi. Et j'ai cherché des alternatives. Et cette alternative, à l'époque, ça s'appelait Slim. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Slim, au niveau des dates, vous voyez, c'est même antérieur à Laravel. Ça date de 2010. Donc pour dire, ça a 15 ans et c'est pas le truc qui vient de sortir. Alors Slim, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un routeur. Ça ne fait pas grand-chose, ça va simplement router vos routes avec quelques petites fonctionnalités qui sont liées à ça. Ça veut dire que cette présentation, d'abord, elle ne va pas être très très longue. Mais ça veut dire surtout que comme il ne fait pas grand-chose et qu'il existe depuis un certain temps, on peut imaginer qu'il le fait déjà très bien et de façon relativement légère. Notamment quand Slim est arrivé, évidemment, il y avait des alternatives dans les frameworks les plus connus. Je pense forcément à Symfony en premier, mais qu'il ne faisait pas, en tout cas d'une façon légère, en tout cas à l'époque. On pourra rediscuter de comment ça se passe maintenant. Je vais quand même me présenter rapidement. Donc, je suis Thierry Le Riche. J'ai tout un tas de casquettes comme développeur, concepteur, rédacteur, etc.
et je travaille dans différents langages. Et comme je vous l'ai indiqué, je fais du PHP, mais malgré tout, je le fais toujours avec un niveau que je considère comme débutant. Ça veut dire que si je dis des trucs qui sont pas trop top dans cette présentation, n'hésitez pas à venir m'en parler après, ça m'aidera à m'améliorer. Vous me retrouverez facilement sur LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn parce que j'ai désespérément besoin de copains. Et puis aussi parce que je publierai les slides de cette présentation sur LinkedIn. Donc si vous voulez les retrouver, c'est là que vous les aurez. Alors je travaille pour une société qui s'appelle Profil4. Je vais en profiter pour faire 30 secondes de pub. Profil4, c'est un site web qui va vous permettre d'améliorer la communication avec vos collègues, avec votre famille, etc. En fait, c'est une grille de lecture des comportements humains de manière générale. Et pourquoi je vous parle de Profil4 au-delà du fait que c'est ma société, c'est aussi parce que Profil4 utilise Slim, donc le micro-framework que je vais vous présenter ce soir. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur Profil4, j'ai quelques goodies, notamment des mementos, qui vous permettront de découvrir à peu près ce qu'on fait. Et puis pour ceux qui voudraient franchir le pas et améliorer leur communication, j'ai aussi un code promo qui est AFUP, qui fonctionne dès aujourd'hui. Donc je vous inviterai à découvrir ça. Dans cette présentation, je ne vais pas vous faire Slim en long, en large et en travers. Je vais surtout vous le présenter de la manière dont moi je l'utilise, parce que déjà c'est celle que je connais le mieux. Et puis c'est la manière qui me semble être la plus naturelle pour commencer à utiliser le framework. Donc ça veut dire que aussi, je ne vais pas forcément aller dans les techniques avancées. Des fois, je vais m'arrêter un peu avant ça pour que ça reste compréhensible sur les slides sans être obligé d'y passer trop de temps. Mais du coup, ça va potentiellement être une façon un peu simpliste de le présenter. En tout cas, l'essentiel y sera. Bon, pour installer Slim, c'est pas super compliqué. Vous faites un coup de composer. J'ai directement mis les dépendances VRDI et le PSR 7. Vous verrez pourquoi plus tard. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà sur tous vos projets. Alors, pour utiliser Slim, le plus simple, c'est de partir d'un code qui ressemble à celui-ci. Concrètement, dans une application Slim, je vous passe le chargement de l'autoload et tout ça. Vous allez d'abord créer une app. Désolé, ça n'arrête pas de biper. Vous allez d'abord créer une app à partir de l'App Factory. Donc là, c'est spécifique à Slim. Il y a vraiment quelqu'un qui veut me parler. Ah, d'accord. Okay. Bon, merci à ceux qui m'ont ajouté sur LinkedIn en live. Et pour créer, donc je vous ai dit, un Slim, c'est principalement un routeur. Pour créer une route, puisque c'est ça que vous allez faire la plupart du temps, le plus simple, c'est partir de l'app qu'on a créé avec l'App Factory et de dire sur quel verbe on veut écouter. Typiquement, vous allez surtout écouter sur du get ou du post, mais rien ne vous empêche d'écouter sur tous les autres verbes qui sont disponibles, voire même d'inventer vos propres verbes, puisque c'est tout à fait possible. Donc là, en l'occurrence, je vous montre un exemple qui est l'exemple de base par lequel vous allez commencer, à savoir, vous allez écouter à la racine de votre site. Donc la racine, dans Slim, c'est juste présenté par un slash. Dans la plupart des frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est à peu près la même chose. La fonction, elle prend deux paramètres. Elle prend l'adresse sur laquelle vous voulez écouter et une fonction qui va vous permettre de répondre. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste fait un Hello World. Je me contente d'écrire dans le body et de renvoyer la réponse. Et puis, à la fin, pour démarrer mon application Slim, j'ai juste besoin d'appeler Run. Et c'est seulement à ce moment-là que ça va la démarrer. Et vous verrez que ça peut avoir un impact plus tard. Pour aller un petit peu plus loin avec les adresses, évidemment, vous n'allez pas vous contenter d'un seul slash, vous allez pouvoir avoir des adresses un peu plus compliquées, et notamment, vous allez pouvoir avoir des paramètres dans les adresses. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai, avec une syntaxe type moustache, j'ai dit que je vais avoir un paramètre name, et ce paramètre, je vais pouvoir le récupérer facilement à l'intérieur de ma fonction. Donc, puisqu'il va être passé en troisième argument, je vous avais dit qu'il y en avait deux, mais en vrai, il y en a trois. Et je peux les récupérer directement comme ça et l'utiliser dans ma réponse. Un autre truc que je vais vous montrer, c'est que toutes ces routes que je vais créer, je vais pouvoir aussi les nommer. Pour l'instant, ça n'a pas forcément d'importance, mais vous verrez plus tard que ça peut avoir un intérêt, notamment quand je vais être au niveau de mes pages, mais aussi au niveau des redirections.
L'idée, c'est de jamais écrire des URL en dur. Alors ça, typiquement, c'est exactement ce que je fais quand je commence une application. J'ai toujours mon Hello World, ne serait-ce que pour vérifier que ça fonctionne. Ça ne mange pas de pain, mais en tout cas, ça m'a déjà dépatouillé 2 ou 3 fois de trucs qui ne fonctionnaient pas. Un autre truc que je fais souvent, c'est de rajouter un gestionnaire d'erreurs, puisque au démarrage, Slim ne va pas forcément en enregistrer un pour vous. Donc là, le gestionnaire d'erreurs, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est un middleware qui est fourni directement par Slim. Pour l'ajouter, il suffit de faire app.add middleware. Là, c'est un middleware un peu spécial. On reviendra plus tard sur un middleware. C'est dans la doc de Slim. Il n'y a pas besoin de le comprendre en vérité. Tous les projets le font. Donc, du coup, faites-le. Ça vous permet de passer d'une erreur 500 toute moche à une erreur qui est un peu plus formatée et sur laquelle vous allez pouvoir un peu utiliser les codes d'erreur. Alors évidemment, ce que je vous ai présenté, si on en reste là, sachant que ce que je vous ai présenté, c'est déjà 90% de Slim, on a un peu fait le tour de la présentation en vrai. Si vous voulez retirer votre invitation à LinkedIn, c'est le bon moment. Oui, si on continue comme ça, vous, vous doutez bien que votre fichier index, il va exploser, ça va être vraiment dégoûtant. Et de toute façon, dans aucun framework, on vous laisserait faire comme ça. Donc là, l'idée, et c'est ce que je fais en général, je fais déjà mes Hello World pour vérifier que tout marche, et ensuite j'enchaîne par un petit coup de ménage. Alors, est-ce que vous voyez bien, par contre? Alors, pour ceux qui ne voient pas, je ne peux pas zoomer plus que ça, mais vous aurez les slides sur LinkedIn. Alors, moi, j'aime bien déjà qu'il n'y a rien dans le index.html, parce que c'est le point d'entrée sur mon app, et moins il y a de choses dedans, et en général, mieux c'est. Donc, je préfère reporter tous les traitements que je vais faire par la suite dans un fichier que j'appelle boot.php. Le nom est libre. Vous faites bien ce que vous voulez par rapport à ça, puisque de toute façon, à ce stade, on est encore sur du PHP. Et ensuite, j'aime bien séparer les différents éléments dont je vais vous parler dans des fichiers spécifiques. Donc, typiquement, tout ce qui va correspondre au conteneur de mon application, dans conteneur. Tout ce qui va correspondre au middleware dont j'ai commencé à vous parler, ça ira dans middleware.php. Et tout ce qui va correspondre aux différentes routes, ça ira dans route.php. Au niveau de tous ces fichiers, ça va grossir au fur et à mesure de vos besoins. Et vous allez voir que ça peut grossir relativement vite. Là, pour le coup, je vous ai montré ce que moi, je fais. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vous invite à faire, mais c'est certainement quelque chose que vous allez faire à peu près pareil. Au niveau du conteneur, déjà, vous allez carrément enregistrer votre app Slim, parce que vous allez vous en resservir un peu partout dans votre application, et ce sera beaucoup plus simple de l'avoir directement dans le conteneur. Au niveau des middleware, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est reporter les lignes que je vous ai présentées un peu plus tôt pour le middleware d'erreur, celui qui vous permet de passer d'une erreur 500 moche à une erreur 404 un peu formatée. Pour l'instant, je me suis contenté de faire un coupé-coller dans ce fichier. Et au niveau de route, c'est exactement la même chose. Donc là, le fait que ce soit une fonction que je renvoie, c'est juste parce que dans boot, j'ai préféré que ça appelle une fonction pour mieux gérer un peu la sécurité. Mais ça, c'est un détail de PHP, ce n'est pas spécifique à Slim. Maintenant, on va commencer à entrer sur des choses un peu plus intéressantes, même si, très sincèrement, là, on a déjà, pour de vrai, vu 90% des trucs intéressants de Slim. Dans Slim, on va pouvoir créer des actions et des conteneurs. Alors, c'est un terme qui est spécifique à Slim. Concrètement, c'est des classes dans lesquelles vous allez coder ce que vous avez envie de faire, sachant qu'une action, ce sera une classe dans laquelle vous aurez une seule action. Typiquement, je veux consulter la home, il n'y a pas d'interaction plus que ça avec la home de mon site, ou les FAQ, ou je ne sais pas, ça sera une action. Et si vous avez des pages qui nécessitent plus d'interaction, par exemple avec des formulaires, des réponses de formulaires, des allers-retours, là, vous allez potentiellement plus créer des contrôleurs, mais il n'y a rien qui est obligatoire. L'intérêt des contrôleurs, c'est que vous allez factoriser un certain nombre de codes pour ne pas devoir refaire tout à chaque fois. Donc, par exemple, moi, j'aime bien le pattern post and redirect. Typiquement, ce pattern, il est très adapté à l'utilisation d'un contrôleur. Là où la page d'accueil, sur mes sites, en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc je vais plutôt utiliser une action. Et ce que je vais vous montrer, évidemment, c'est une action pour commencer. Donc pour créer une action, il n'y a rien de très compliqué, c'est une classe comme les autres, il n'y a pas d'héritage.
Vous pouvez rajouter votre propre héritage, et je vous le conseille pour factoriser un certain nombre de comportements. Mais à la base, vous n'avez pas besoin plus que ça de créer une classe avec un héritage. Par contre, vous avez besoin de la méthode invoke, c'est celle qui sera appelée automatiquement par Slim. L'idée d'avoir ça dans une classe est que forcément, vos opérations vont contenir un certain nombre de lignes, un certain nombre d'opérations. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec ça dans votre fichier index.html ou même route.html, PHP, parce que sinon ça va vite exploser, sauf si votre site il fait 3 pages, quoi. Au niveau du fonctionnement, c'est exactement ce que je vous ai déjà montré. J'ai fait un coupé-coller. Donc ce qui était dans route.php jusqu'à présent, je l'ai juste balancé dans mon action. Je sauve, je lance et ça fonctionne. Donc là, rien de vraiment difficile à ce stade. En fait, la plupart des objets sont fournis directement à vos fonctions par Slim. Là où ça va être intéressant, c'est quand vous allez plutôt utiliser des contrôleurs parce que vous avez plusieurs choses à faire dans votre classe. Et là, vous allez pouvoir carrément choisir le nom de vos méthodes. Donc, pas obligé d'utiliser le invoke que je vous ai montré pour une action. Dans un contrôleur, vous allez choisir vous-même. Le pattern qui est conseillé par Slim, c'est plutôt de faire des méthodes qui s'appellent get quelque chose, post quelque chose, etc. Il n'y a pas d'obligation, là encore. Vous pouvez l'appeler Toto ou Tartampion, ça fonctionnera exactement pareil. C'est juste que vous serez perdu dans votre code. L'idée, c'est que au niveau de la route, je l'ai entouré en jaune. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, vous voyez ma souris. Peut-être pas de loin. Au niveau de ma route, donc par exemple pour le /login, je vais pouvoir lui demander directement d'aller voir getLogin, donc la fonction que j'ai développée juste au-dessus. Donc là, je vous ai mis ce que ça donne. Donc un formulaire tout simple. Vous admirez d'ailleurs mon style graphique des années 80. Si vous voulez faire le pendant sur le getLogin, forcément, ça va être le post-login. Vous avez vu votre formulaire, vous le soumettez, vous allez sur le post. C'est exactement la même chose. La seule différence, ça va être au niveau, par rapport à ce que je vous ai montré avant, ça va être au niveau de la récupération des champs, puisque là, du coup, vos champs ne sont pas dans l'URL de votre page, ils sont dans le formulaire que vous avez envoyé. Vous allez pouvoir les récupérer de la request avec une méthode qui s'appelle getParseBody. Alors, cette méthode getParseBody, elle existe parce qu'il y a aussi une version de récupération qui est spécifique pour les API. Donc typiquement, vous n'allez pas récupérer les paramètres de la même façon si vous les avez eus par un formulaire que si vous les avez eus par un appel JSON, par exemple. Au niveau de route.php, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous avez une deuxième route. Sauf que cette route, vous l'avez mappée sur la même adresse, mais pas sur le même verbe. Donc cette fois-ci, j'utilise post. Et vous voyez qu'au niveau du name, alors moi, c'est ma façon de faire, mais vous pouvez vraiment choisir la terminologie qui vous plaît le plus. Ce que je fais en général, c'est que pour une action, pour Tartampion, je fais Tartampion pour le get et Tartampion submit pour le submit, enfin, pour le post. Ça, c'est quelque chose qui est documenté dans Slim. C'est une proposition, mais il n'y a pas d'obligation. Un truc que je voudrais vous montrer aussi au niveau des routes, c'est qu'on peut créer des groupes de routes. Concrètement, là, vous voyez, j'avais login, j'avais déjà 2 routes pour le login. Bon, je ne vais pas faire des groupes quand il n'y a que 2 routes, mais quand je commence à avoir des domaines entiers de mon application ou de mon site web avec des URL qui se complètent, par exemple les URL qui commencent par user, je vais pouvoir commencer à les regrouper. Et je vais pouvoir commencer à faire des traitements spécifiques sur ces routes de façon groupée. Je vous montrerai ça plus tard. Un truc sur lequel je voulais attirer votre attention, et là c'est une limitation de Slim, je ne sais pas en réalité si elle a été corrigée, c'est que quand vous commencez à utiliser des routes comme /user, typiquement vous avez envie que votre utilisateur, quand il tape /user dans son navigateur, il arrive sur la bonne page, mais que s'il tape la même chose avec un slash à la fin, il arrive toujours sur la même page. Au niveau de Slim, sauf erreur, il n'y a pas de moyen de le faire facilement. Alors, il y a moyen de le faire, mais pas facilement. Donc le plus simple, c'est toujours de déclarer la route en double. Si quelqu'un trouve la solution à ça, ou si ça a été corrigé, n'hésitez pas à venir m'en parler.
Et puis un truc que vous allez faire souvent, c'est des logs, parce que loguer dans l'application, ça peut être utile quand même. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser un peu plus au conteneur. Donc le conteneur, je ne sais pas si vous avez fait attention quand je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais dans un premier temps enregistré que l'application, que l'app Slim, parce que je vous avais dit, elle va être réutilisée à plein d'endroits plus tard. Ce conteneur, Slim attend que vous lui passiez un tableau avec en entrée le type de ce dont vous avez besoin, donc l'application ou dans le cas présent le logger. Et puis à l'intérieur, c'est une fonction qui ne sera appelée que lorsque ce sera injecté dans vos différents bins. Donc par exemple pour le logger, vous pouvez utiliser Monolog comme c'est mon cas ici. Il y a même des versions qui sont proposées par Slim. Vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez. D'ailleurs, est-ce que l'état de l'art c'est Monolog aujourd'hui qui est le plus utilisé? Je ne sais pas, dites-moi. Je vois des grimaces, donc c'est que c'est pas ça. L'intérêt ici, c'est que vous allez pouvoir directement l'envoyer dans le contexte. Et Slim, évidemment, au niveau de sa documentation, propose du code déjà tout fait. Où, honnêtement, il n'y a qu'à faire un copier-coller et ça va fonctionner. Ce logger, du coup, je vais pouvoir l'injecter dans les actions ou les contrôleurs, comme je vous ai montré avant, directement au niveau de la création. Et je vais pouvoir l'utiliser lors de mes appels. Donc, par exemple, sur ma page Home, je voulais loguer, donc en l'occurrence ici, salut, ça va directement utiliser le logger. Et ça va être construit uniquement à la demande. Alors je dis ça parce que dans les frameworks que je fabriquais moi-même, je construisais l'intégralité de mon application avec toutes les dépendances dans tous les sens à chaque requête. Évidemment, ce n'était pas hyper performant, mais comme j'avais des serveurs qui coûtaient très cher, ça ne se voyait pas trop. Désolé, je rigole. L'autre truc qui va être intéressant avec Slim, ça va être les middleware. Donc les middleware, c'est tout simplement des bouts de code qui vont s'exécuter de manière relativement automatique à chacune de vos requêtes en fonction du contexte. Les middleware de Slim, ils fonctionnent un peu comme des oignons avec des couches qui s'empilent les unes par-dessus les autres. Au centre de cet oignon, vous avez votre application en elle-même sur laquelle vous allez venir ajouter des middleware. Et les middleware vont s'exécuter dans l'ordre inverse de leur ajout. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début. C'est que comme ils s'ajoutent au fur et à mesure, vous allez d'abord passer par des middleware les uns après les autres jusqu'à atteindre votre application. Et une fois que vous avez atteint votre application et exécuté votre application, c'est pas fini, vous allez ressortir par vos middleware si vos middleware font des trucs en plus. Donc typiquement, si j'ajoute le middleware M1 puis le middleware M2, je vais d'abord rentrer par M2, puis M1, faire mon application, ressortir par M1, M2, et puis là, on a fini. Alors, il y a un middleware qui est relativement simple. Alors, c'est pareil. Moi, je le fais à chaque fois dans mes applications, ne serait-ce que pour vérifier que ça fonctionne bien. Et pour de vrai, ça m'a souvent sauvé de situations difficiles parce que je n'avais pas bien fait la conf. Le middleware que je crée systématiquement, c'est un middleware qui va loguer tout simplement quelque chose à chaque fois que j'arrive sur mon application. Donc, je l'ai appelé before middleware parce qu'il log un truc bidon avant. Le principe d'un middleware, lui, par contre, c'est qu'il doit implémenter middleware. Lui, je lui ai balancé mon logger, comme j'avais fait avec l'action tout à l'heure, le contrôleur. Et le principe, c'est que dans mon middleware, je vais faire un certain nombre de trucs. Et quand j'ai fini de travailler avec, je vais tout simplement appeler la méthode handle sur ma requête. Et concrètement, ça redonne la main à Slim pour dire t'enchaînes sur la suite. À ce niveau-là, vous ne savez pas forcément si la suite, c'est un autre middleware, si c'est un truc encore que je ne vous ai pas présenté ou si c'est directement l'app. Vous avez juste fini de traiter le sujet. Un autre middleware qui peut être intéressant, c'est quand vous allez gérer le core. Alors le core, concrètement, c'est un truc que vous faites forcément sur toutes vos applications. Vous pouvez le faire dans votre conf Nginx, par exemple. Vous pouvez le faire en copier-coller dans toutes vos pages, ce que je ne vous conseille pas, parce que vous n'êtes pas débutant. Devinez qui l'a fait. Le core, grosso modo, ça consiste à ajouter des champs dans la page pour protéger votre application des appels qui n'ont pas à être faits depuis l'extérieur. Donc c'est une problématique relativement simple qu'on peut traiter avec Slim, justement sous la forme d'un middleware qui va s'exécuter à chacune de vos pages. Concrètement,
Il s'agit juste de récupérer le handler qui va être passé à votre middleware, de lui ajouter des champs. Donc par exemple, j'attire votre attention sur le dernier champ que j'ai ajouté, le create by mes petits doigts magiques, parce que une fois qu'on sera passé dans toute la boucle des middleware et qu'on regarde ce qui se passe au niveau de votre navigateur, vous voyez bien que j'ai bien mes petits doigts magiques qui sont apparus, preuve que c'est bien passé par là. Ça ne va rien faire de plus. Il ne va pas y avoir de sécurité ajoutée par Slim, c'est vous qui avez tout programmé à ce stade. Un autre middleware qui peut être super intéressant, c'est quand vous avez des sites sur lesquels une partie de vos fonctionnalités ne sont pas autorisées sans être connectées. Typiquement, la page de connexion, vous y accédez forcément parce que vous n'êtes pas connecté, mais il y a certaines pages comme le dashboard, la gestion de votre mot de passe, la gestion de vos données, etc., vos crédits sur le site, etc. Vous avez envie évidemment qu'elles soient protégées. Là, ce que je vous propose, c'est un middleware qui va faire ça. Je l'ai programmé volontairement de façon naïve pour que ça tienne sur les slides, mais l'essentiel y est. Dans ce que je vous propose, c'est d'abord récupérer au niveau de la session si vous avez un utilisateur qui est connecté ou pas. Et si vous n'avez pas d'utilisateur, ce que je fais, c'est que je récupère le contexte de navigation qui est proposé par Slim. Je demande la page de login. Remarquez bien que là, je demande login et je ne demande pas login.php, login.twig, etc. Le login que je suis en train de demander ici, c'est le login que j'ai renseigné au niveau de la route. Puisque vous vous souvenez, je nomme toutes mes routes. Donc là, je demande à Slim d'aller chercher dans ce contexte directement la route, nommée par le nom login. Évidemment, dans un autre contexte, j'aurais pu demander une autre page. Par exemple, dans un post and redirect, j'aurais été redemander le redirect qui correspond. Donc je récupère cette route et puis je renvoie l'utilisateur vers la route de login. Je pourrais rajouter tout plein de choses dans la plupart de mes applications. Évidemment, je rajoute des contextes supplémentaires qui vont être d'une page à l'autre, notamment pour revenir sur la bonne page après. Mais en fait, c'est relativement simple. Là où ça va différer de ce que je vous ai présenté avant, c'est que je ne vais pas me contenter d'enregistrer ce middleware au niveau de mon app Slim, mais je vais l'enregistrer directement sur des routes. Si vous vous souvenez un peu plus tôt ce que je vous ai présenté, il y avait un groupe de routes qui commençait par /user, et justement ce /user dans mon application, c'est tout un ensemble de routes ou de sous-routes qui doivent être protégées par une connexion. Donc au niveau directement de ma conf, dans les routes, je peux dire que tout ce groupe de routes, elles vont être protégées par le middleware que je viens de vous montrer. Les autres routes sur lesquelles je n'ai pas indiqué ça ne vont pas être protégées par ce middleware. Et évidemment, vous pouvez enregistrer autant de middleware que vous voulez sur un groupe, même voire sur une seule route. Et ça va suivre exactement le fonctionnement que je vous ai expliqué avec les oignons. La dernière enregistrée et la première qui va s'exécuter. Un truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est que vous allez vouloir faire des pages et vous n'allez pas vouloir écrire le code HTML tout le temps. Donc évidemment, Slim permet de rediriger l'utilisateur vers un système de template, un système un peu plus sympa qu'écrire du code directement dans la console. Donc celui que moi je préfère, c'est Twig, donc c'est celui que je vais vous montrer, mais sachez que Slim vient avec déjà plein de systèmes de templates déjà plus ou moins préconfigurés. Il suffit juste de les enregistrer. Donc pour enregistrer vos templates, votre système de templates, ça va à nouveau se passer dans le conteneur. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait deux choses. D'une part, j'ai défini ce que moi j'appelle view. C'est l'endroit où je vais stocker mes templates. Donc avec la conf, le dossier qui va bien, etc. Et d'autre part, le moteur de Twig. C'est pour ça qu'il y a deux entrées que je vous présente ici. La conf, pareil, c'est intéressant de la tester à ce niveau-là, parce que même quand j'ai préparé cette présentation, je me suis trompé et j'allais charger les routes d'un autre projet sur mon disque dur. Et je vous laisse deviner que ce n'était pas exactement le résultat attendu à l'écran. Pour ajouter ce middleware, c'est exactement comme on a fait avec les autres middleware. Je vais dans mon middleware.php et à un moment donné, je lui dis que j'ajoute ce middleware pour tout simplement pour qu'il le rende bien. Au niveau de mes actions, finalement, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai déjà montré 5 ou 6 fois.
C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer mon twig et au niveau de mes actions, je vais pouvoir l'utiliser. Au niveau de twig, plus spécifiquement pour ce middleware-là, comment il fonctionne, il va attendre deux choses. D'abord, le nom d'un template et d'autre part, tous les paramètres que j'ai envie d'envoyer à ce template. Ici, j'ai mis par exemple le paramètre NB. Je pourrais mettre nom de l'utilisateur, plein de trucs qui vont être intéressants pour mes écrans. Et vous imaginez bien que dans une application un peu plus normale, pas juste pour la démo, vous allez faire par un système d'héritage l'ajout automatique de tout un nombre de champs. Par exemple, l'utilisateur sera ajouté automatiquement sans que je sois obligé de revenir dans chacune de mes actions. Mais par exemple, l'URL du site, un certain nombre de permissions, un code couleur, etc. etc. Au niveau du template Twig, qui utilise Twig ici? Ouais, quasiment tout le monde. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer plus que ça. Vous vérifiez que ça fonctionne, tout simplement. Et puis voilà, en vrai, on est déjà arrivé au bout. Donc ça a été assez rapide parce que le micro-framework Slim, il ne fait pas grand-chose. Donc c'est facile d'en faire le tour. Par contre, il le fait super bien. Au niveau des mises à jour, il n'y a pas des mises à jour hyper régulières parce qu'en vérité, le framework, il est super stable et il ne change pas d'une version à l'autre. Évidemment, il est compatible PHP 8.5 avant même Symfony, un jour avant. Le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles fonctionnalités régulièrement, c'est aussi parce qu'on est arrivé peut-être au bout des fonctionnalités qu'on peut attendre d'un routeur et que justement, il fait que routeur, il ne va pas faire des trucs encore en plus, il ne va pas traiter votre base de données, etc. Donc c'est finalement assez facile de l'utiliser, assez facile de le découvrir. Aujourd'hui, en 2025, il y a potentiellement des raisons de ne pas l'utiliser en lui préférant d'autres frameworks. Je pense notamment à Symfony qui, depuis, je ne sais plus quelle version, mais je pense que c'était il y a à peu près 2 ans, est devenu beaucoup plus simple au niveau de la modularisation et beaucoup plus léger. Jusqu'à il y a 2 ans, clairement, ce n'était pas vraiment le cas. Le coût était complètement différent. En tout cas, Slim, il fait qu'une seule chose, il fait bien et il est facile à utiliser. Par ailleurs, le support est relativement sympa. Il y a vraiment des gens qui vous répondent. Je vous laisse comparer avec d'autres frameworks. Je sais que vous n'avez pas systématiquement la même expérience. Je vous remercie. Question? Pas de question? Oui, une question, je vais la répéter. En ce qui concerne les extensions en ce qui concerne les packages que tu utilises avec Slim, on a vu PHPDI, Monologue, Twig. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as l'habitude d'utiliser, entre autres, surtout quand tu vas faire de l'API ou par exemple d'OpenAPI, etc. Ouais, alors effectivement, il y a 2 choses. D'une part, je vous ai montré que j'utilise notamment au niveau des imports, j'utilise pas mal de choses qui viennent de Slim, et des fois j'utilise des choses qui ne viennent pas de Slim, parce que souvent, notamment pour le PSR, les requests, les requêtes, etc., vous ne l'avez pas forcément vu au début, mais j'utilise celle du PSR, alors que Slim propose aussi ces versions. L'idée pour moi, c'est de pouvoir switcher assez facilement sur autre chose, ce que j'ai jamais fait en réalité. Mais les versions de Slim apportent pas tellement grand-chose de plus pour mes besoins par rapport aux versions du PSR. Donc je les ai laissées en commentaire juste pour vous montrer, mais en réalité, je ne les utilise pas, je préfère vraiment celles du PSR. Au niveau des extensions, Slim va vraiment vous proposer des extensions dans tous les sens. J'en ai pas fait le tour, puisque je me suis forcément concentré sur celles que j'utilise le plus. Il y a beaucoup d'extensions pour tout ce qui va correspondre aux API. Il y en a des simples, il y en a des vraiment très compliqués. J'avoue que je ne comprends pas toujours à quoi elles servent. Mais j'imagine que si elles existent et qu'elles sont maintenues, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont ce besoin. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Il y a des extensions pour différents systèmes de templates. Il y a des extensions pour la performance aussi. Moi, je n'ai pas ce besoin, donc je n'ai pas trop exploré. Il y a des extensions vraiment pour beaucoup de choses. Et souvent, en plus, il y a juste à faire un copier-coller de l'exemple du site et ça fonctionne tout de suite, quoi. Par contre, il y a aussi des extensions que moi, j'étais obligé de faire dans mes projets parce que la version de Slim ne les proposait pas encore, alors qu'une version ultérieure les proposait et je n'avais pas la possibilité de monter de version à ce moment-là, en tout cas pas facilement.
Et il y a des trucs que j'ai été aussi obligé de faire, potentiellement partager avec la communauté, mais qui ne sont pas forcément fournis par Slim. Et notamment tout ce qui est middleware. Concrètement, les extensions, c'est des middleware, hein, pour simplifier. Au niveau des middleware, sur le forum de Slim, il y a pas mal de gens qui en proposent. Alors attention, hein, ce n'est pas non plus 50 messages par jour. On est plutôt autour d'1 ou 2 messages par jour. Mais globalement, comme le périmètre il est relativement restreint, il n'y a pas non plus une activité folle autour de ça. En tout cas, ils ont la possibilité d'ajouter des choses si un besoin se présente. Et il y a vraiment plein de middleware déjà tout fait, quoi. Question au fond. Salut Thierry. Est-ce que tu sais si Slim réagit bien à de l'analyse statique avec PHP Stan? Tout à l'heure, tu as montré des conteneurs qui retournaient des classes que tu typais fortement. Est-ce que PHP Stan peut ne pas péter là-dessus? Est-ce qu'il y a des extensions Slim là-dessus? Est-ce que tu en as déjà fait? Alors, je ne l'ai jamais fait, et à vrai dire, pour être complètement transparent, je ne m'étais même pas posé la question, puisque, comme je vous le rappelle, mon prédicat de départ, c'est que je suis quand même relativement débutant. Donc, j'en sais rien. En fait, ça, désolé, j'ai pas de meilleure réponse que ça. Ça passe bien? D'accord. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, je pensais que quelqu'un poserait la question, du coup je l'avais déjà préparé, et je vais vous le montrer, c'est moi qui vais poser la question. C'est possible aussi de préciser dans les routes, sur certains paramètres, des combinaisons que vous voulez voir. Par exemple, sur mes sites, la plupart sont en français et en anglais et pas dans d'autres langues. Et en général, ce qui me permet de savoir ça, c'est parce que j'ai un champ langue au niveau de mon URL. Et ce champ langue, je ne veux pas forcément qu'il y ait tout ou n'importe quoi qui aille dedans. Donc, je peux le préciser aussi au niveau de mon routeur. Donc, typiquement, dans mon routeur, un de mes premiers groupes, qui contient ensuite toute ma conf, c'est un groupe avec un middleware dédié qui me permet de gérer les paramètres. Éventuellement, revenir sur une autre langue par défaut, etc., ou finir en 404, etc. Ouais, une question au fond. Alors oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il y a plusieurs façons de faire tout ce que je vous ai montré. Là, je vous ai vraiment montré la conf en sortie de boîte de Slim. Au niveau du moteur de routage à proprement parler, au niveau des différents middleware, au niveau du PSR, à chaque fois, vous avez des alternatives. À mon niveau, sur les projets que je fais, elles ne sont pas nécessaires. Je pense que sur certains autres projets, du coup, elles sont nécessaires, mais comme moi, j'en ressens pas le besoin. Et je pense que pour l'avoir utilisé quand même sur des projets qui, malgré tout, avaient comme une bonne charge et quelques contraintes, la conf de base, elle suffit déjà dans beaucoup de cas. Mais effectivement, ça rejoint la question qui a été posée un peu plus tôt. Dans certains cas, il y aura des middleware ou une conf un petit peu plus spécifique. Et alors là, après, il faut vraiment se rapprocher de la documentation de Slim, parce que vous allez... Et c'est peut-être une des limites dont je ne devrais pas vous parler, mais des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, quand on veut faire des trucs vraiment spécifiques, au niveau de la conf en elle-même, ça peut être un peu compliqué. Il faut vraiment aller voir la doc. Vous ne pouvez pas la deviner, en fait. Ouais. Une petite question sur les middleware. Tu disais tout à l'heure que les middleware qui sont appelés en entrée sont appelés en sortie, mais dans l'ordre inverse. Mais quand tu montrais ton code, les middleware, ça appelait une méthode process. Invoke, ouais. Comment est-ce que le middleware sait s'il est appelé en entrée ou en sortie? Parce qu'a priori, il ne va pas faire le même traitement, voire même tu auras des middleware qui n'agiront que en entrée ou que en sortie. Ouais. Alors, en fait, ça va... j'en ai pas parlé parce que j'ai l'habitude de le faire dans d'autres langages et du coup, j'ai pas pensé à le préciser. Au niveau de ton middleware, concrètement, à un moment donné, tu rends la main à Slim. Et donc, tu peux faire des choses avant, mais tu peux aussi faire des choses
après avoir donné la main à Slim, avant ton return final, en fait. Tu vois l'idée? Parfait. Bon, on va s'arrêter là pour cette conférence. Merci. Merci à tous. Et n'hésitez pas à en discuter après pendant les pizzas. Hein. Les speakers restent donc. Merci beaucoup. J'attends que ça vienne. Je crois qu'il y a un petit lag, mais... Hein? Ouais. Ah, c'était peut-être un faux contact. Ouais, c'est bon, là, il est détecté. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Axel. Je suis lead développeur Symfony. Je fais du PHP depuis 2011 et ce soir, j'ai envie de vous parler de cache. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas mis mon LinkedIn sur cette slide. Alors, j'ai envie de vous dire, sur ce talk, j'ai envie que ce soit très interactif et de vous faire beaucoup participer. Donc, je compte sur vous. Et déjà, pour commencer, j'ai envie de vous demander qui ici a déjà travaillé avec du cache, en a déjà mis en place sur ses projets, en levant la main. Ok, pas mal de monde. Ok, c'est cool. Du coup, ce soir au programme, on va passer par plusieurs étapes. Je vais d'abord vous parler de Brice of Paris et de son aventure d'entreprise de location de planches de paddle à Paris, du coup. Et du coup, dans cette aventure, Brice va avoir pas mal de défis à relever, comme on va le découvrir ensemble, et du coup, on va devoir aborder différentes parties du cache. J'ai d'abord envie de vous parler du cache au niveau du langage, donc vraiment, qu'est-ce que PHP peut avoir en place au niveau natif, comme dans ses extensions, au niveau du fonctionnement, pour avoir des niveaux de cache différents. Ensuite, du cache applicatif. Donc là, c'est vraiment au niveau de vos applications, de vos projets, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour cacher vos données, vos calculs, etc. Ensuite, parler de cache HTTP, c'est un niveau encore au-dessus. Donc là, parler par exemple de cache navigateur, de serveur de cache, c'est quelque chose qui peut être encore complémentaire. Et à la fin, pour conclure, j'aimerais qu'on discute un peu de stratégie, parce que au final, savoir mettre en place du cache, c'est cool, mais dans la vie de tous les jours, dans nos projets, il faut quand même réfléchir un peu ensemble à la manière de s'y prendre. Et donc, je voulais vous dire 2-3 mots là-dessus. Donc du coup, pour vous présenter un peu le truc, donc on a Brice qui est passionné de glisse, alors surf, snow, tout ce que vous voulez, et lui il a envie de partager sa passion à tout le monde. Sauf qu'il est à Paris, donc clairement le surf et le snow on peut oublier, et du coup il a tenté de faire de la location de planches de paddle. Alors c'est sur la Seine, et du coup forcément ça ne marche pas trop dans un premier temps. Du coup, Brice, il est un peu embêté, il aimerait bien que son activité se fasse connaître et du coup, il a envie de se faire un site internet. Donc ça tombe bien, il a un ami qui lui propose de faire son site. Il discute un peu avec Brice de ce qu'ils veulent faire et Brice lui fait la liste au Père Noël. Donc il veut un site qui soit accessible, qui soit responsive, qui soit performant, qui marche bien en SEO et bien sûr, ce que veulent tous les clients, pas cher. Et bien sûr, bravo. Donc il attend un peu, le site se produit et il obtient le site en question ici, avec le même designer apparemment que Thierry. Donc voilà, mais ceci dit, fonctionnel évidemment. On a les différentes planches, on a les prix, on a aussi des notions de promo. On va avoir un calcul du prix aussi qui se base entre autres sur l'état des planches. Donc si les planches sont dégradées, on va avoir des ristournes sur le prix, etc. Donc il y a quand même quelques calculs là-dessus. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est parce qu'on va chercher à optimiser un peu tout ça. Parce que, entre-temps, je ne vous parle pas de dérèglement climatique, mais il y a la montée des eaux qui arrive. Donc au bout de quelques années, Paris devient une station balnéaire incroyable. Et du coup, là, les affaires de Brice démarrent enfin.
Et du coup, il se pose la question de est-ce que son site va tenir la charge avec toute cette clientèle qui arrive. Donc, pour tester ça, on s'est mis dans un environnement bien particulier. Donc, on va tester en local avec du Docker. La stack que j'ai choisie pour ce talk, du coup, on a du Kadi en web server, équivalent d'Apache ou de Nginx. On va être sur du FPM. J'avais hésité à vous faire tester Franken PHP. Je ne sais pas si ici dans la salle des gens ont déjà eu l'occasion de le mettre en place, mais je préférais être au plus proche des stacks que tout le monde connaît. Ce qui peut être intéressant ici, c'est que pour les tests, parce qu'on va faire des tests de montée en charge ensemble, j'ai limité le container FPM à 1 CPU et à 512 mégas de mémoire. Vous allez voir, ça va être important pour la suite. Sur la base de données, on est sur quelque chose de très classique avec du Postgre. Niveau applicatif, Symfony 7.4, PHP 8.4 et pas 0.5 malheureusement, désolé Thomas. Sur l'ORM, Doctrine 3.5, DBAL 4 et ce qui va être peut-être un peu nouveau, je ne sais pas ici par exemple, qui a déjà fait des tests de montée en charge, qui a déjà mis ça en place? Ok, cool. Et en l'occurrence, j'ai choisi K6 pour faire ces tests. J'en ai testé plusieurs, du Taurus, du JMeter, des choses comme ça. Et en fait, K6, il a l'avantage d'être scripté avec un langage qu'on adore tous ici. JavaScript, évidemment. Oh là, ici, on a quelqu'un de très très chaud. Donc voilà, typiquement là, JMeter c'était en Java, il y en avait d'autres aussi en Python, etc., avec lesquels je ne me suis pas dépatouillé. K6 a l'avantage d'être très simple, donc si vous avez envie de mettre ça en place, de toute façon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et pour visualiser les résultats de nos tests, on a du Prometheus et Grafana. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'open source qu'on peut mettre en local. Donc là, typiquement, j'ai 2 containers qui tournent et qui me permettent de faire mes tests de montée en charge en local, ce qui est quand même hyper pratique. Donc maintenant, on va parler de cache PHP et des différents types de caches qui existent. Et du coup, je vais commencer par ce qui me semble être le plus important, Opcache, donc, qui est arrivé quand même dans PHP depuis un petit moment, qui est une extension quand même de PHP. Donc vérifiez bien quand même que c'est bien installé chez vous, parce qu'il y a des environnements où ça n'est pas forcément activé. Après, si vous utilisez le container Docker officiel, tout ça, a priori, je crois qu'il y est de base. Opcache, en 2 mots, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer votre code PHP en opcode, ce qui va éviter à chaque requête de refaire toute la partie parsing, etc. On va justement mettre ça en cache. L'opcode, c'est pas non plus exactement du code machine, c'est quelque chose qui se situe un peu entre les deux. Voilà, vous pouvez notamment, avec Opcache, faire du preloading. Alors le preloading, c'est assez intéressant, c'est quelque chose où vous allez préparer une liste des scripts qui vont être utilisés par votre application, vous allez le filer à Opcache et en fait Opcache il va tout de suite le mettre dans sa mémoire et ça va permettre de charger les scripts, vos classes, vos fonctions, pas les constantes, il me semble si je dis pas de bêtises, beaucoup plus vite. Et typiquement, Symfony va vous proposer un fichier tout fait de preloading en mode prod. D'ailleurs, j'ai oublié de poser cette question importante pour la suite. Qui ici travaille avec Symfony? Pas tout le monde quand même. Ok. Et Doctrine, j'imagine que c'est à peu près la même réponse. Savoir si je m'attarde pas mal dessus ou pas pour la suite. Ok, c'est stratégique. Merci beaucoup. Donc Opcache. Opcache, à partir de PHP 8.0, il a aussi la notion de just-in-time, qui est de la compilation, mais alors de la compilation à la volée. C'est-à-dire que ce n'est pas de la compilation comme dans certains langages, comme du C, C++, où vous allez compiler votre programme et c'est ensuite qu'il est shippé et qu'il fonctionne. Just-in-time va fonctionner pendant que votre application est en service et en fait par un système, je crois que je le détaille plus tard donc je ne vais pas non plus trop spoiler, mais en gros il va analyser lui-même qu'est-ce qu'il doit compiler et qu'est-ce qu'il va laisser plus sur le côté, et là c'est encore une fois dans le but d'optimiser au maximum l'exécution du code. Et ça pour le coup just in time, d'ailleurs je crois qu'en 8.4 il est désactivé par défaut. Et je me demande même si dans les autres versions de PHP il n'est pas désactivé par défaut, donc ça c'est un truc qui va vous intéresser. Alors, petit quand même disclaimer là-dessus, c'est que Opcache, il est très cool. On va voir des options ensemble qui sont assez sympas, etc. Par contre, Opcache, une fois qu'il est chargé, vous allez avoir beaucoup de mal à le purger si jamais vous voulez changer votre code, etc. Donc, a priori, en environnement de développement, vous n'allez pas trop vouloir l'utiliser.
On verra ensemble quelques options. D'ailleurs, on va passer à la partie code. Alors j'espère pour vous, vu que vous vous êtes mis assez loin, que vous allez y voir quelque chose. Et là, d'une main, je vais essayer de passer dans le php.ini. Vous y voyez à peu près quelque chose au fond, pas du tout. Ok, je vois des oui, c'est merveilleux. Donc là, les choses dont je vous ai déjà parlé, hein, on a le preload. Par exemple, donc ça c'est le fameux fichier que va vous générer Symfony. Vous n'avez rien à faire, il faut juste le mettre dans votre php.ini. Ça, pour info, c'est le php.ini que je file à mon container Docker. Parce que par défaut, en gros, votre php.ini, il va être adapté à une utilisation, on va dire, très générique de PHP. Mais vous, en vérité, vous avez des cas spécifiques, vous avez un framework, vous avez des besoins qui sont différents selon ce qu'il vous faut en perf, selon vos ressources, etc. Donc vous allez très certainement vouloir faire une version personnalisée de votre .ini. Donc là, en l'occurrence, c'est celui que j'ai fait pour le talk. Donc on va pouvoir adapter notamment la mémoire qui est allouée à Opcache. Bon, je ne vais pas vous faire non plus tout le détail. Là, ici, on voit quand même just in time, la stratégie qui a été choisie. Donc, c'est le tracing. Donc là, c'est la stratégie de compilation à la volée suite à une analyse interne que je vous ai un peu décrit. Il en existe d'autres. Il y a des petites nuances. Vous pouvez même utiliser des flags très précis si là, vraiment, vous voulez être dans la customisation incroyable. Vous allez aussi pouvoir indiquer la taille du buffer de just in time. Donc, c'est-à-dire que lui, il va utiliser ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez 12 mégas, c'est ce qu'il va prendre. Si vous lui donnez plus, il va l'utiliser. Ça, je vous en parle un peu, c'est l'option du démon, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous désactivez le validate timestamp de Opcache, lui, il ne regarde plus si vos fichiers ont changé. Donc si vous désactivez ça, votre code ne change plus. Donc, typiquement sur vos machines de prod, c'est bien parce que le code est évidemment pas censé changer en prod. Mais en dev, ne faites pas ça, vous allez vous tirer les cheveux. Là je spoil un peu, mais on a aussi le cache RealPath, mais ça je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Ok, donc on a parlé d'Opcache. Et d'ailleurs, je vous donnerai un QR code à la fin avec les slides et quelques liens que j'ai mis à chaque fois. Je vous propose un article des Tilleuls, qu'on adore, qu'on embrasse, et aussi une rediffusion du forum PHP 2017, hyper intéressant. Vous allez notamment apprendre à débugger avec Opcache, donc typiquement afficher tout le langage intermédiaire qui est transpilé. Donc franchement c'est assez cool à regarder, je vous conseille de prendre le temps pour ça. APCU, alors APCU c'est beaucoup plus rapide, c'est une petite extension, enfin petite, c'est une extension PHP qui va vous mettre à disposition un tableau associatif qui est du coup dans votre mémoire vive et qui va pouvoir être utilisé ensuite par votre cache, qui est assez performant par rapport à un cache fichier par exemple. Alors sachant que contrairement à Opcache, lui c'est pas un truc en l'activant ça va vous faire des choses toute seule, ça vous met à disposition un outil mais derrière c'est à vous, à vos librairies, à vos bundles de l'utiliser. Et donc RealPath, alors là, ça j'en parle de manière anecdotique, mais c'est juste intéressant, je trouve, de voir à quel point en fait on essaie d'avoir du cache un peu partout au final. Ça, c'est un cache interne à PHP qui va mettre en cache la transformation en fait de chemin relatif en RealPath, chemin absolu, etc. Quand vous manipulez beaucoup de fichiers, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans des boîtes qui fait du traitement de beaucoup de fichiers, etc. Mais ça, typiquement, si vous avez des longs scripts qui traitent beaucoup de fichiers, ça peut être sympa pour vous. Et Composer, Composer aussi, ça pour le coup, je fais même pas lever la main, je pense qu'on l'utilise tous ici. Il y a aussi des manières de l'optimiser et de générer par exemple une map de toutes les classes en fait de votre projet avec le chemin, l'autoloading, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui est fait par défaut, il faut le faire avec différentes options. Et il y a plusieurs stratégies possibles là-dedans. Donc, on retrouve la PCU autoloader. Donc là, c'est vraiment le fait de mettre en mémoire justement votre mapping de classe. Vous pouvez générer sinon avec les deux premières options un cache fichier, sachant que la distinction entre les deux, c'est que l'autoritative class map, si jamais votre fichier, votre classe, au moment d'être chargé, ne se trouve pas dans cette map-là, Composer, il vous dit OK, c'est que ça n'existe pas. Il va même pas essayer de la chercher. Donc là, pour le coup, c'est plus optimisé parce qu'il n'y a pas ce temps de recherche. Mais par contre, ça peut potentiellement vous amener à des erreurs. Je me rappelle d'une époque d'ailleurs où je crois que j'avais pas mal galéré avec les proxy doctrines, parce que qui sont des classes du coup autogénérées et qui ne se retrouveraient pas là-dedans. Voilà pour Composer. Je vais vous parler maintenant de cache applicatif. Alors,
je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais je trouvais ça intéressant aussi de parler un peu des PSR, donc ces standards de PHP qui sont déterminés par le Framework Interoperability Group, je crois, PHP FIG. Et en gros, il y a 2 grosses PSR qui vont régir un peu les standards sur comment on intègre du cache dans nos applications. Donc il va y avoir surtout PSR6, je pense que les utilisateurs de Symfony vont connaître. La principale notion, c'est le fait d'avoir des cache pools qui sont des ensembles d'éléments en cache et les cache items, du coup, qui sont ces éléments. Face au PSR16 qui se veut plus simple à implémenter et qui là pour le coup ça va être une simple cache interface qui va directement permettre de manipuler une collection d'éléments. Donc à chaque fois on appelle des fonctions, on indique les clés, etc. Il y a d'autres niveaux d'abstraction aussi par rapport à ça. Donc typiquement Symfony, c'est les cache contracts que vous avez certainement dû voir quand vous avez voulu manipuler du cache. Mais au final, ces PSR ne sont pas l'une contre l'autre, elles peuvent être complémentaires. Il y a aussi une interopérabilité. C'est tout à fait possible d'avoir des adapteurs pour utiliser l'une avec l'autre. Et typiquement, en parlant d'adapteurs, donc du coup, maintenant qu'on a ce niveau d'abstraction, il y a quand même une notion de stockage, c'est-à-dire que j'ai décidé quel va être mon mécanisme de mise en cache, mais derrière, il me faut un support, il faut que ce cache, je puisse le mettre quelque part. Donc, on va avoir, encore une fois, en particulier avec Symfony, mais au final, je pense que c'est un peu partout pareil, différents adapteurs qui peuvent s'utiliser. Donc, on va avoir du Redis, on va avoir du Memcache, APCU qu'on retrouve encore. On peut aussi mettre directement en base de données avec Doctrine DBAL. On peut aussi utiliser du PHP natif avec PHP Array. Donc là, c'est encore une fois une question de stratégie, de sur quelles ressources vous voulez utiliser. Ça peut être aussi très bien des choses qui sont sur votre machine ou chez un prestat externe. Je pense à Redis, typiquement à un moment j'avais bossé avec Redis Labs, donc c'était sur une autre machine qui n'était même pas notre boîte, qu'on avait notre cache. Donc ça voilà, c'est des choix après que vous pouvez faire. Je voulais vous parler rapidement de cache warmers et cache clearers, parce que ça généralement quand j'en parle je me rends compte que tout le monde ne connaît pas forcément. Alors à une main ça va être une petite épreuve en soi, mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Typiquement au moment où on tape la fameuse commande qu'on connaît tous, j'ai perdu mon Opcache Clearer, c'est pas grave, je vais vous montrer la PCU qui est plus simple. Au moment où on tape sa fameuse commande cache clear qu'on connaît tous, on va pouvoir déclarer des services qui vont être exécutés et qui vont faire des actions complémentaires au moment du clear, par exemple, si on veut effacer une donnée custom, etc. J'en avais fait un sur Opcache, je vais quand même essayer de vous le trouver, bien qu'il ne marche pas, par toute honnêteté, je vais vous le dire. Voilà, c'est lui. Et en gros, là, typiquement, c'était une tentative ici de clear un peu tout ce qu'il y avait dans Opcache. Ne faites pas ça chez vous, ça ne marche pas. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand je lance mon cache clear, je sais que Symfony va aller passer là-dedans. Et de la même manière, je vais avoir des warmers. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Toc, veux-tu bien me le trouver? Non, il ne voudra pas, tant pis. Product. D'ailleurs, je vais vous montrer un tout petit peu quand même le code, de voir de quoi il est question. Je le vois, il est là. Ok, et donc là, par exemple, ici, dans mon warm-up, là, donc c'est au moment où, pareil, je vais taper le cache clear, et il y a aussi la commande cache warm-up. Je vais pouvoir tout simplement aller chercher mes éléments que je veux mettre en cache, et derrière, c'est cette fonction-là qui va s'occuper en interne de les mettre en cache, et du coup, ce qui me permet... Quand je lance mon application, par exemple, quand je lance mon warm-up au moment de mon déploiement, avant que ce soit en prod, en fait, j'ai déjà du cache. Je n'ai pas le premier utilisateur qui arrive, qui se prend un miss et qui est très triste. Je crois que je voulais quand même vous montrer un peu au début le fonctionnement. Voilà, donc là, il y avait par exemple le Home Controller, donc là, ça affiche la merveilleuse page que vous avez vue tout à l'heure, qui fait quelque chose de très simple. On fait un find all. Donc dans Doctrine d'une entité, donc on a les modèles de produits, les tags, les discounts, etc. Ça reste assez simple. Et derrière, on a un service ici qui va aller pour chaque produit nous sortir un tableau de données qui va nous servir à afficher le détail des prix, les discounts, les machins. Et du coup, c'est au niveau de ce service-là qu'on va avoir notamment du cache applicatif cette fois-ci.
avec un décorateur. Alors, je m'y suis pris absolument comme un pied pour l'implémenter celui-là. Donc, pareil, ne faites pas ça chez vous. Mais en gros, l'idée, c'est que je prends mon service de base qui n'avait pas de cache du coup. Je vais tout simplement l'appeler ici avec inner service get data. Et en fait, j'ai un système de feature flag que j'ai mis pour la démo pour faire de la montée en charge avec vous. Je détermine ma clé de cache, ça c'est quand même assez important parce que faut quand même qu'elle soit suffisamment unique pour correspondre à l'élément que vous voulez mettre en cache. Et derrière, j'appelle du coup mon cache interface. Donc ça c'est les fameux cache contract. Là je suis plus en train de manipuler des pools ou des cache items comme on a pu voir avec les PSR. Là c'est vraiment les cache contract de Symfony. Et derrière je lui file juste une fonction qui lui dit ok, soit tu me trouves du cache en hit pour cette clé-là, soit tu m'exécutes cette fonction. Et là, je vous spoil un peu, mais on va pouvoir faire des choses sur cet item derrière. Et donc voilà ma fameuse fonction, c'est la petite clôture qui est ici, quoi. Je reviens sur les slides. Voilà pour ça. Les tags de cache, là c'est à peu près ce que je viens de vous montrer, c'est qu'on peut avoir envie aussi au sein d'un même pool de regrouper des éléments entre eux. S'ils ont une cohérence dans le fait d'être ensemble, je vais pouvoir les manipuler ensemble. Typiquement, si j'ai la liste de toutes les promos en cours, que j'ajoute une nouvelle promo, j'ai envie d'invalider le cache de tout le monde. Ou si je fais des updates, etc., s'il y a des calculs pour tout le monde qui sont modifiés, je veux pouvoir effacer tout ça. Et du coup, on va avoir les tags de cache qui vont être mis à disposition pour ça. Donc là, pareil, je reswitch. Et donc, tout simplement, ici, voilà, c'est au moment de définir mon cache item. Je vais lui mettre ce petit tag ici. Ce qui fait que quand je vais vouloir... Oups, perdu. Quand je vais vouloir derrière créer, par exemple, une nouvelle promo... Alors, j'ai fait dans une commande parce que les interfaces, j'avais pas le temps. Je fais mon nouveau truc. Je le persiste. Vous connaissez tout ça. Et derrière, je peux appeler sur mon cache invalidate tags. Et ce qui me permet, du coup, d'affecter et d'effacer dans mon cache tous les items de cache qui portent ce tag-là. Alors, sachant que là, c'est un exemple extrêmement simple, on en parlera un peu plus tard, mais du coup, on peut arriver à des fonctionnements beaucoup plus complexes avec ça, qui vont plus correspondre à votre vie de tous les jours. Des petits tips de performance dans Symfony, alors ça je vais pas tous vous les faire parce qu'en fait tout simplement c'est ce que la doc vous donne, donc là c'est le petit lien que j'ai mis à la fin. Je pense qu'on va pouvoir déjà faire ça et ensuite on va lancer je pense notre premier test de montée en charge. Donc il y a des choses pas mal pour permettre de débugger tout ça, notamment vos temps de performance ou l'utilisation du cache, ça va être tout simplement dans le profiler de Symfony, où vous allez pouvoir trouver plusieurs infos. Déjà, le temps d'exécution, ici, et ensuite, tout ce qui va concerner le cache. Donc, on va ouvrir ça. Et ici, je vais avoir des choses assez intéressantes au final. Je vais avoir tous les reads, tous les writes, et en gros, je vais pouvoir en déterminer à partir de ça le taux de hit, miss, et du coup, forcément, si j'ai une politique de cache qui est bien mise en place, qui est pertinente, je vais avoir beaucoup de hits. Si je vois que en fait, sur toutes mes pages, j'ai que 20% de hits à chaque fois, c'est que quelque chose, a priori, ne va pas dans la manière dont j'ai mis en place mon cache. Alors pour l'instant, a priori, j'ai tout désactivé, donc on n'a pas trop de pools. On a juste 2 pools de doctrine dont on parlera après. Mais en gros, voilà, je vais avoir aussi le détail des opérations avec le nom des clés, etc. Ça, pour débugger, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, je vous propose qu'on essaye un peu ça. Alors, je n'ai plus aucune idée d'où j'en suis dans mes configs, mais je crois... Alors, dans le doute, on va recharger ça. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil rapide à ma conf, voir si on charge le petit... Voilà, là, on a commenté du coup le PHP ini optimisé qu'on a. Je vais voir aussi dans mon point env si j'ai bien désactivé mes feature flags. Ouais, tout est désactivé, donc c'est cool, on va pouvoir lancer. Ça va prendre quelques minutes, donc on ne va pas non plus s'attarder trop là-dessus. C'est le moment où je vais pouvoir vous parler un peu de Grafana et Prometheus, qui se cache tout à fait ici. Donc en fait, l'idée, c'est que Cassis, il va envoyer toutes les données du test dans Prometheus, qui est un gros truc qui sert à ingérer de la data.
Et derrière, j'ai Grafana qui va permettre de se câbler sur cette source de données-là et qui va me permettre de faire des dashboards. Donc là, je vais pouvoir voir, par exemple, les requêtes par seconde, etc. Alors, vous allez surtout voir les courbes, je pense. Je vous décrirai un peu les chiffres au pire, mais de loin, je pense que le détail des chiffres, vous ne les verrez pas forcément. Je peux avoir d'autres datas un peu intéressantes. Ce qui est sympa avec Grafana, c'est que, alors déjà, il y a des dashboards tout faits. Typiquement, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. J'en ai importé un et ça a l'air quand même relativement souple dans ce que vous pouvez avoir. Vous avez vos résultats ici, etc. Cassis, de son côté, lui, il va aussi vous donner des datas à la fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le temps qu'il fasse tout ça, je vais vous montrer très rapidement, si j'y arrive avec mes deux mains gauches, le script de test qui a rien de fou furieux pour le coup. Donc ça, voilà. Alors en plus, je vais pas vous mentir, c'est du copier-coller de fou. Ce qui va vous intéresser surtout, c'est qu'on peut découper ce test de montée en charge en différentes étapes. Donc là, par exemple, pour chaque étape, je vais lui dire, voilà, pendant 10 secondes, il y a 10 visiteurs uniques qui se baladent sur le site. Ensuite, pendant 30 secondes, on va monter à 80. Et là, pendant 30 secondes, on va monter à 800. Donc là, ça peut vous permettre de tester des pics d'audience. Si par exemple, votre boîte, un jour, elle fait un spot TV, elle a une interview, elle a ce que vous voulez, et que les gens arrivent d'un coup sur votre infra, et que vous ne savez pas trop si c'est prêt à tenir, etc., ce genre d'outil, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de préparation face à ça. Donc il y a d'autres paramètres que vous pouvez régler ici et vous allez notamment pouvoir faire des assertions. Donc typiquement là c'est ce qui se passe, c'est que ici on veut que 95% des requêtes soient effectuées, obtiennent une réponse en moins de 500 millisecondes. C'est l'objectif qu'on se fixe. D'ailleurs je viens de me rendre compte en parlant de ça que je l'ai lancé en mode dev le truc, du coup forcément c'est pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. Vous me pardonnerez ça. Et on le mettra en prod pour le test suivant. Nous en étions où? Homepage. Donc voilà, ici, je vais tout simplement lui donner l'URL, le store.local. Je vais pouvoir faire différents checks derrière. J'ai différents compteurs, donc le error rate, le response time, un compteur perso. Et puis voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Là, il a bientôt fini. Il a quand même fait pas mal de requêtes, là, déjà. A priori, si je vais sur le tableau, on voit que je suis, pour 800 visiteurs, à 100 requêtes par seconde. Donc là, c'est pas non plus dingo, mais étant donné que je suis en mode dev, ça s'explique quand même. Pour info, là, quand je l'ai fait tourner en mode prod avant de venir, j'étais dans les 120, 150 en mode prod. Donc, c'était pas non plus une différence folle furieuse. Je pense qu'on verra un peu plus la différence quand je vais activer le cache derrière. Nous y sommes bientôt. Ouais, 30 secondes. Bon, je vais passer un peu à la suite, on va le laisser tourner tranquillement. Et du coup, oui, je ne vous ai pas montré non plus, quand vous voulez débugger dans le profiler, vous avez l'onglet performance, que vous connaissez très certainement. Mais en fait, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, avec le composant stopwatch, ajouter vos propres éléments en fait, dans ce tableau-là. Et notamment, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des laps. Ça, je vais vous le montrer. Mais par exemple, il y a 2 étapes que je vais vous remontrer, mais qui étaient dans le contrôleur, qui était le moment où je cherchais l'ensemble de mes modèles de produits. Donc ça, on voit que ça prend quand même un petit moment sur l'ensemble de la requête. Et derrière, ici, c'est le moment où je vais formater les résultats. Et on voit, alors je ne sais pas si vous allez voir, si ça se voit quand même, chacun des petits trucs là, en gros, c'est pour un modèle. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, tout simplement ici, j'intègre mon composant stopwatch. Je vais lui donner un nom, je vais lui donner une catégorie. Et derrière, je le stoppe quand j'ai simplement une opération. Ou alors, ici, j'en fais un deuxième. Et ici, dans mon product, décidément la main gauche, c'est vraiment pas le truc le plus pratique. Ça ponctue bien. Et donc là, ici, j'ai encore une fois mon composant stopwatch qui est intégré. Et là, je lui fais faire un lap. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir le petit jalon dans mon profiler. Donc ça, personnellement, quand j'ai monté le talk et que j'ai voulu en savoir un peu plus sur comment ça se passait, j'ai trouvé ça bien sympathique. Donc là, a priori, notre test, il doit être fini. Donc on voit que typiquement, on n'a pas réussi
le test d'avoir 95% des requêtes en dessous de 500 millisecondes parce qu'on était à 10%. C'est peu ou prou ce que j'obtenais en mode prod, donc ça va, j'ai pas tant de différence que ça. Avec un minimum à 26 millisecondes et un max à 12 secondes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on utilise nos apps en dev, qu'on développe tout ça, on peut se dire bah, ça se passe bien, c'est opti, ça tourne bien et tout. Et en fait, on voit que si on stresse un peu le truc, bah, en fait, il y a des requêtes, ça va mettre 12 secondes à arriver, etc. Et typiquement, ça, c'est des choses qui peuvent se passer aussi sur votre prod. Alors, pas dans les mêmes échelles, évidemment, mais il faut être conscient de ça. Alors... Je voulais vous parler un peu de cache doctrine, parce que mine de rien, je pense que c'est un truc qu'on connaît tous vite fait, mais qu'on n'a pas non plus trop l'occasion de creuser, sauf s'il y a des gens ici qui me disent qu'ils sont experts cache doctrine. Ah, j'ai eu un... Là-bas, ouais, ok. Typiquement, moi là j'ai creusé le sujet pour ce talk, j'ai déjà fait du cache doctrine et en fait en préparant le talk je me suis rendu compte que y avait pas mal de choses que je maîtrisais pas et que je maîtrise toujours pas parce que c'est un large sujet. Donc il y a 3 types de cache. Typiquement, vous allez avoir le cache metadata. Donc ça, typiquement, c'est quand vous définissez une entité, que vous avez tous les attributs pour dire ah bah voilà, j'ai telle propriété qui est mappée à telle colonne, toutes les règles que vous allez mettre sur vos entités. Ça, ce sont les metadata de vos entités et ça, Doctrine va évidemment le mettre en cache pour pas avoir à l'analyser à chaque fois. Le cache query, c'est quand vous allez faire du DQL, des choses comme ça. Il y a une transformation qui se fait en SQL à la fin. Là, de la même manière, on n'a pas envie de réfléchir à cette transformation à chaque fois. Donc, Doctrine le met en cache. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'est pas activé par défaut. C'est le cache résultat. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur vos requêtes pour sauvegarder en fait la sortie de vos requêtes Doctrine. Par exemple, si vous faites un select, ça va vous sauvegarder en gros le tableau associatif qui ressort de cette requête-là, et ça va vous le mettre en cache. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez la main. Donc, je vais d'abord vous montrer un peu ça avant d'aller plus loin avec le cache de second niveau. Donc là, par exemple, si je vais sur un repo, j'ai de la chance, il est en deuxième. Là, voilà, je vais récupérer toutes les promos qui sont actuellement en cours. Et en fait, ici, je vais tout simplement activer un cache de résultat qui va lui dire, voilà, pendant 1 heure, sauvegarde-moi le résultat de cette requête avec cette clé-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir là aussi dans notre cache. Enfin, dans le profiler, je veux dire. J'en avais un peu plus complexe ici qui va vous intéresser, je pense. Donc là, c'était pour, par rapport à un produit précis, trouver la promo la plus élevée en cours. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai une clé de cache qui doit être bien unique par rapport à mon résultat, parce que sinon, je vais empiéter sur le cache d'autres produits. Et alors là, il y a eu un petit piège ici, qui m'a fait déterrer une issue sur DBAL vieille de 10 ans, qui a d'ailleurs été lieu d'une belle embrouille entre Seldaek et Ocramius, pour ceux qui connaissent. C'est qu'en gros, cette clé de cache que je définis ici, en fait, elle sert à rien. Elle n'est pas utilisée par Doctrine, parce que ce que Doctrine va utiliser, c'est un hash, un SHA-1, de votre requête, vos paramètres, vos types. Il fait un SHA-1 de tout ça, et lui, c'est sa clé de cache. Sauf que, là, du coup, j'ai corrigé le problème, mais moi, naïvement, je pense comme beaucoup de personnes ici, en paramètres, je lui avais envoyé un new date time pour avoir la date courante. Sauf que du coup, ça me fait un paramètre qui me génère un nouveau SHA-1 à chaque fois que j'exécute. Et le meilleur dans tout ça, c'est que dans son fonctionnement interne, DBAL va prendre le résultat avec cette nouvelle clé et va l'empiler dans un tableau qui est bien, lui, par contre, au nom de cette clé ici. Donc j'ai la clé ici qui est en premier niveau, et en deuxième niveau, j'ai une propriété value qui va contenir un tableau avec toutes les clés internes de Doctrine. Donc ça, c'est un truc, si vous l'avez chez vous, méfiez-vous, parce que ça grossit, en fait, ça continue de grossir à chaque exécution, et ça finira à vous exploser à la figure. Donc j'ai relancé l'issue, j'espère pouvoir faire une PR. Si vous avez envie d'y passer pour donner un peu de la force, vous êtes les très bienvenus. Mais voilà, c'était le petit piège et j'y ai passé 6 heures samedi, pour ça méritait d'être dit. Donc nous arrivons maintenant sur Doctrine, le second niveau de cache. Alors là, c'est un tout petit peu différent du cache résultat. En fait, ça va cacher plutôt vos entités cette fois-ci. Ça va cacher vos identifiants, ça va cacher les valeurs qui sont contenues dans vos entités.
Donc c'est vraiment pas le même niveau de cache. Ça ne s'utilise pas avec certains types de résultats, typiquement les scalaires, etc. Ça ne va pas passer. C'est vraiment juste pour vos entités. Alors c'est quelque chose là de la même manière, ça va s'activer. Alors c'est pas non plus les mêmes instructions. Hein. Là typiquement la partie cache de second niveau, elle est ici. Ça va fonctionner aussi avec des régions de cache. Donc les régions de cache, c'est quelque chose qui par défaut est spécifique à chacune de vos entités, mais en fait c'est quelque chose que vous pouvez complètement définir. Il y a aussi des modes de lecture, d'écriture, etc. Il y a pas mal de configurations à faire là-dessus. C'est un sujet un peu balèze, et surtout que par manque de temps et un peu par facilité, je n'aborde pas la difficile question de l'invalidation sur ce truc-là. Donc en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre des timestamps trop élevés, parce que pour invalider ce bazar, c'est une belle affaire. Je crois que le cache de second niveau, je ne sais pas si quelqu'un pourra me confirmer ici, mais je crois quand même que quand dans l'ORM, vous faites des manipulations, des updates, des choses comme ça, je crois quand même qu'il va aller mettre à jour le cache de second niveau, mais je n'ai pas eu le temps de tester pour vous le confirmer ce soir, donc méfiance et n'hésitez pas à tester ça. Toc. Voilà pour cette partie-là. Alors, je vous propose qu'on active un peu tout ça. Je ne sais pas comment je suis niveau timing. Je sais que ça allait être assez long, mais je vois Thomas me dire que c'est bon. Ok, parfait. Ça va, vous apprenez un peu des trucs quand même, ou vous faites chier là sur une échelle de 1 à 10? Alors, hop, ça c'est pratique, j'ai juste à tout passer à 1. Alors, celui-là, non, je ne vais précisément pas le passer à 1. C'est le cache applicatif. Ça, en gros, c'est ce que je vous ai présenté au tout début avec le cache Symfony et tout. Le seul souci, c'est qu'il va m'occulter, entre guillemets, un peu les autres caches que j'ai pu mettre en place. Donc là, on va... Ouais, mais là, je triche un peu parce que je veux vous montrer dans le profiler. Mais merci, bien vu, vous êtes vigilant. Donc là, j'ai 21 requêtes, vous pouvez le voir. J'ai aussi d'un coup beaucoup plus d'écriture en cache. Donc là, j'ai 32 cache writes. Et si j'actualise, on voit que je n'ai plus de requêtes SQL ici. Et là, j'ai 71 opérations. Donc là, je retourne dans le profiler. On voit qu'ici, voilà, j'ai quand même quelques miss, mais j'ai quand même pas mal de reads. Et là, on voit que j'ai beaucoup plus de cache pool différents. Donc, j'ai toujours metadata query. J'ai le result cache qui correspond du coup avec la clé que j'ai donnée à chaque type de produit que je lui ai mis en cache. Et je vais avoir surtout le cache de second niveau qui me fait un peu le taf tout seul, qui est capable aussi de gérer tout ce qui est association dans vos entités. Donc, si vous avez une entité avec des associations, le cache de second niveau va vous gérer ça. Ça, c'est plutôt cool. Et ça vous détaille aussi à chaque fois les opérations. Ça, je vous le précise, le call qui est fait, ça peut être intéressant parce que typiquement, l'issue dont je vous parlais, je m'en suis rendu compte comme ça. En fait, à chaque fois, j'actualisais et il me disait « Ouais, ça a hit ta clé, mais ça fait un save ». Et je me disais « Tiens, bizarre ». C'était bien la même clé. Hein. Et me dit « Tiens, bizarre ». Et en fait, en ayant fouillé dans les sources de doctrine, je vois qu'effectivement, à chaque fois, en interne, c'était une clé différente. Et c'est pour ça qu'il me faisait un save à chaque fois. Donc niveau performance, logiquement, là, on voit aussi qu'il n'y a plus du tout la ligne de doctrine. Je suis quand même sur des perfs. Là, tout à l'heure, j'étais dans les 60 millisecondes. Là, je suis plus dans les 28. Et là, pour le coup, on va lancer vraiment tout. Donc là, cette fois-ci, je me mets en mode prod. Tac. Alors, vu que j'ai été prévenu que je n'aurais qu'une main, j'ai fait une petite commande make pour faire toutes les petites opérations dont je vous parlais, donc l'autoload, le fait de dumper votre fichier env aussi. Un truc intéressant, quand votre application va se prendre énormément de requêtes dans la figure, c'est que vous allez devenir limité dans des ressources dont vous ne soupçonnez pas forcément l'existence. Typiquement, moi, à un moment, ça se mettait à péter parce qu'il me disait vous n'avez plus de file descripteur disponible. Et en fait, c'était à force de parser à chaque requête mon point env, mon point env.local, mon point env, .dev, etc. En fait, à force de lire des fichiers, d'écrire de machin, en plus du cache et tout, il n'avait plus du tout les ressources internes pour être capable de me lire des fichiers. Donc ça, toutes ces petites opérations justement qui vont vous permettre de gagner des opérations de lecture, d'écriture, etc. Là, c'est pareil, je vais vous montrer, c'est un truc qui est dans la doc de Symfony, mais... Ah ouais, là, je vais peut-être... Non, je ne vais pas le récupérer comme ça. Mais il y a un paramètre, c'est pareil. En gros, votre container Symfony, quand il est compilé, il va être dumpé dans plein de petits fichiers différents. Et du coup, c'est pareil, c'est des opérations de lecture en plus, c'est des files descripteurs en plus. Donc, vous avez un paramètre que Symfony vous met à disposition pour faire un seul fichier. C'est que des petites opties comme ça, mais au final, c'est ce qui va faire que vous allez gagner du temps. Là, je vais aussi charger le php.ini de la mort.
Toc. Et pour faire ça, on va juste faire un petit restart ici. Je vais y arriver. Toc. Ok. Et là, du coup, a priori... Alors déjà, on va vérifier qu'on est bien en mode prod cette fois-ci. Toc. Ouais, là, j'ai plus ma profiler bar. Et j'aimerais bien faire quand même un petit cache clear avant. Voilà, alors j'ai des precated qui sont sortis 5 minutes avant de faire le talk, je ne sais pas pourquoi, ne les voyez pas, ils ne sont pas là. Et du coup, on va pouvoir lancer un deuxième test. Et pendant que ça tourne, on va parler d'autre chose. Alors ouais, quelques tips là comme ça. Typiquement, quand vous utilisez, donc on a parlé de cache de résultats, quand vous utilisez les fonctions find, find one by, find all, etc. On les connaît toutes. Ça n'utilise pas ni le query cache ni le result cache. Donc ça c'est bon à savoir. Ça utilise par contre le cache de second niveau. Donc ça peut être intéressant. Donc oui, effectivement, result cache et cache de second niveau, ça peut être complémentaire. Par contre, effectivement, si vous êtes dans les mêmes temps, etc., au final, ça fait un peu le même job. Donc, c'est peut-être pas non plus toujours pertinent. Franchement, je n'ai pas encore la réponse là-dessus. Ça sera à vous de voir selon votre stratégie. Les clés de cache, je vous en ai parlé. Effectivement, on sent toute ma rage dans ce long chapitre. Donc maintenant, on va parler rapidement de cache HTTP. D'ailleurs, sur cette partie-là, je n'ai pas eu le temps d'adapter la démo, donc ça va aller plus vite. Mais c'était quand même important pour moi de vous en parler parce que au final, tout ce dont on a parlé ici, quand la requête arrive sur votre serveur, elle va quand même venir solliciter votre app. Et du coup, forcément, même si vous avez du cache, même si ça répond, c'est quand même des ressources que vous allez consommer. C'est quand même du temps que vous allez prendre. Et donc, c'est quand même un risque qu'à un moment, vous soyez un peu dépassé par cette charge-là. Du coup, on a une solution qui est le cache HTTP. Alors, le cache HTTP, il y en a deux sortes. On va avoir le cache navigateur, ça je pense que vous le connaissez toutes et tous. Ça va être par exemple ce que vous avez sur vos assets, sur vos feuilles de style, sur vos JS, etc. Mais c'est aussi quelque chose où on peut dire au navigateur, mets-moi telle page en cache par exemple. Une page HTML entière, on peut dire mets-moi ça dans le navigateur. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, à la prochaine requête, le navigateur ne va plus interroger votre serveur, il va directement se servir dans son cache. Et derrière, on a les caches partagées. Donc là, ça va être des proxys, des CDN, tout ça. Ça, c'est un serveur de cache. Donc là, la requête se passe depuis le navigateur. Mais par contre, il y a un serveur dont le boulot, ça va être de stocker les résultats de votre application, de transformer ça en quelque chose de statique, donc un document HTML qui ne bouge pas, qui est figé, et de le distribuer à tous vos clients. Donc ça, en termes de performance, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça peut répondre à une charge très lourde en quelques millisecondes et ça va énormément soulager votre serveur. Il y a plusieurs exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Il y a Varnish que vous pouvez utiliser, que j'ai essayé d'installer en local sur ce talk. Je n'ai pas eu le temps de le faire fonctionner, c'est pour ça qu'il n'y a pas la démo. Mais du coup, sachez que vous pouvez l'installer en local avec Docker, par exemple. Il y a aussi des providers type Cloudflare. Dans un ancien boulot, c'est ce qu'on avait utilisé avec des page rules, avec toute la totale. Et pour le coup, on avait quelque chose qui était capable d'absorber une charge assez grosse. Pour contrôler tout ça, on a une directive, enfin des directives d'ailleurs, qui vont se trouver dans le header cache control. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà croisé. Cache control, il va permettre de lister tout un ensemble de directives qui vont dire pour une requête particulière, pour une réponse particulière, comment vous voulez que cette réponse soit traitée. Est-ce qu'elle doit être mise en cache? Est-ce qu'elle doit être stockée? Est-ce qu'elle doit être revalidée à chaque fois? Pour combien de temps? Qu'est-ce qui se passe aussi quand le temps est dépassé, quand le time to live est dépassé? On peut très bien dire à un cache, en fait, je veux qu'il reste valide même s'il a expiré, c'est possible de dire ça. On peut aussi dire que si le cache a expiré, mais que la page originale est en erreur, par exemple, on va quand même utiliser le cache. Donc ça, c'est vachement pratique quand vous avez un down. Et c'est aussi quelque chose que les requêtes peuvent contenir et vous aurez vos directives aussi côté navigateur, dire voilà, je ne veux pas de telle sorte de document, par exemple s'il est trop près de sa date d'expiration, etc. On va pouvoir le dire à ce moment-là.
Donc dedans, il y a aussi la notion de validation, comme je vous le disais. Donc il y a tout d'abord l'expiration avec un max age. On peut aussi lui donner des instructions sur dire comment ça doit se comporter quand le cache n'est plus valide. Donc il y a des directives comme must revalidate par exemple, ou no cache. Alors no cache, pour la petite anecdote, c'est pas quelque chose qui dit de ne pas mettre en cache. C'est juste qu'il lui dit de revalider à chaque fois. Mais si vous voulez ne pas avoir de cache, désactiver le cache pour une page, il faut plutôt utiliser no store. Il y a aussi d'autres techniques, typiquement sur les assets. Ça, c'est quelque chose dans l'environnement JavaScript, vous allez souvent le voir, c'est les hash de version. C'est fait de dire, voilà, par exemple, j'ai une URL qui va amener à mon asset. Dans cette URL, je vais avoir un hash qui est généré au moment du build. Et en fait, si je relance un build, j'aurai juste un hash différent. Ça sera donc une URL différente. Je n'ai pas l'ancien cache qui, lui, peut expirer tranquillement dans son coin. Et je sais que j'ai quelque chose de frais. Il y a d'autres headers aussi qui sont assez intéressants. On peut aller assez loin avec ces headers-là, genre typiquement tout ce qui est les e-tags, les last modified. Ça, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, mais c'est par exemple e-tag avec if match et tout ça. Vous pouvez, par exemple, si vous avez, imaginons un back-office où plusieurs personnes travaillent et vous avez le souci de les gens s'écrasent un peu le travail les uns des autres quand ils bossent sur une même ressource. Vous allez pouvoir, avec un e-tag, dire, par exemple, je charge cette ressource pour la modifier. À cet instant T, elle contient tel e-tag, A par exemple. Et en fait, au moment de sauvegarder, je vais lui mettre un header qui dit si ton e-tag à ce moment-là, ce n'est plus A, s'il a changé, parce qu'il y a eu une modification entre-temps, ignore la requête. Donc ça, je ne sais pas s'il y a déjà eu des gens énervés qui sont venus vous dire « Ouais, je me fais effacer mon travail », mais pensez à ça. Vous avez la doc de MDN ici, de toute façon, je pense que c'est la doc une des plus pertinentes pour tous ces sujets-là. On va aller regarder ce que ça donne notre truc ici. Donc là, voilà, là tout à l'heure, on était à 10% de réponse en dessous des 500 millisecondes. Là, on est passé à 79%. Alors, dans mon souvenir, quand j'ai lancé 5 minutes avant, il y avait un peu des petites erreurs qui se baladaient. Ouais, voilà, sur le graphe, on voit un peu que ça a commencé à péter sur la fin. J'ai pas eu le temps de regarder pourquoi, c'est l'effet démo. Mais on voit par contre que je suis arrivé jusqu'à 800 requêtes secondes. Donc là, c'est quand même vachement intéressant. Je rappelle qu'on est sur un CPU, 512 mégas de RAM. Et là, avec toutes les petites optimes dont on parle depuis tout à l'heure, on a fait un x6, x8 sur nos perfs. Donc c'est quand même plutôt cool. Sur le cache HTTP, petit truc où il faut faire attention, c'est que souvent sur vos pages aujourd'hui, les sites Vitrid, on a un peu passé ce stade-là. Généralement, nos utilisateurs, ils sont connectés, ils font plein de trucs, etc. Et typiquement, sur votre site, vous avez souvent envie d'afficher leur nom d'utilisateur, par exemple, peut-être leur email ou des choses qui ne concernent que ces personnes-là. Du coup, ne mettez pas ça sur un cache partagé. Croyez-moi, ça arrive. Et heureusement, il y a tout un tas de directives qui vont faire que vous allez pouvoir protéger ça. Notamment, il y a une directive qui est private, qui va empêcher votre cache de se mettre sur des serveurs de cache. Ça sera juste côté navigateur. Pour le coup, sur un navigateur, c'est pas problématique d'avoir ce type de cache, vu que c'est que la session courante qui est dessus. Il y a d'autres aussi technos qui sont assez sympas, notamment si vous voulez découper votre page en plusieurs blocs et des blocs qui sont réutilisables de page en page. Donc c'est ce qu'on va appeler des fragments. Donc typiquement, si vous avez un bloc sur le site de location de planches, on va avoir les meilleures ventes par exemple qui va se retrouver sur toutes les pages. Ça, je peux le transformer en fragment qui aura son propre cache HTTP sur un serveur. Et en gros, je vais avoir une syntaxe un peu particulière pour dire au serveur de cache quand tu vois ce fragment, donc c'est une balise HTML avec l'URL du fragment à appeler. Quand le serveur voit cette URL, il va se dire allez, je l'appelle, et du coup, ça va aussi gérer son propre cache différemment de la page que vous chargez. Donc ça, c'est deux technos différentes. C'est les Edge Side Includes, c'est celle dont a priori vous avez le plus entendu parler. Il y a le Server Side Includes aussi, qui est peu ou prou la même chose, qui peut être géré par Apache ou Nginx, mais qui est beaucoup moins utilisé. Ne me demandez pas pourquoi, pour le coup, je n'en ai aucune idée. J'ai cherché un peu la réponse, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'a. Ce qui va être un peu différent, par contre, ça va être hash include. Là, en fait, votre fragment, il arrive tel quel jusqu'au front. Donc, c'est-à-dire que le front va recevoir une balise HTML qui dit charge-moi ça. Et en fait, c'est une balise, c'est une librairie JavaScript qui va aller vous le charger. Donc là, si vous avez envie de faire de l'async loading et que ce soit plutôt la charge du côté du navigateur de votre client, vous pouvez faire ça. C'est une possibilité.
Voilà, on arrive sur la fin. Heureusement, vous êtes bien accrochés. Et la question, c'est maintenant qu'on a vu tout ça, et quand même pas mal de choses, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que typiquement, si là vous êtes sur un projet où il n'y a pas du tout de cache, c'est pas en claquant des doigts que vous allez pouvoir mettre ça sur tout votre projet. Il y a aussi des choix à faire, typiquement sur l'invalidation. On a vu qu'il y avait des stratégies d'expiration en spécifiant un TTL, etc., en pouvant dire ça peut durer jusqu'à temps, avec une durée d'invalidité, est-ce qu'on revalide, etc. Il y a aussi une logique de purge. Ça va être, par exemple, à chaque fois que vous allez mettre à jour votre entité ou en créer une nouvelle, vous allez explicitement dire purgez-moi ça. Donc ça peut être notamment avec le système de tag que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est des choses qui peuvent fonctionner ensemble. Je vous fais un très bref retour de ça. Nous, chez Wamiz, une boîte précédente qui était un média sur les animaux de compagnie, donc on avait un peu de charge, mais c'était pas non plus truc de dingo. On avait des problématiques comme ça de perf, de cache et tout. On en était arrivé à faire une espèce d'usine à gaz où chacune de nos entités avait 2 tags. Un tag global, donc par exemple un tag produit, et un tag spécifique à l'entité, donc ça allait être produit.l'id de l'entité par exemple. Et en gros, dès qu'on allait modifier une de ces entités, on allait effacer à la fois le cache de cette entité-là particulière et le cache générique de tout le monde. On est arrivé avec un niveau d'usine à gaz assez incroyable. On a beaucoup galéré, on avait des mises à jour qui ne se faisaient pas, des rédacteurs qui n'étaient pas contents, etc. À la fin, ce sur quoi on est arrivé, c'est le fait d'avoir des TTL très courts, donc de fonctionner par expiration, ce qui est beaucoup plus simple à gérer qu'une invalidation par purge, et ce qui vous permet quand même d'absorber beaucoup la charge. Typiquement, si vous mettez un TTL à 60 secondes sur votre cache, le jour où vous prenez du je sais pas combien de centaines de milliers de requêtes par seconde, en fait 60 secondes, ça va déjà absorber une grosse partie de la charge. Alors après, on n'en a pas trop parlé, je suis allé un peu vite, mais il y a aussi tout ce qui est problématique de congestion de cache. Donc là, c'est typiquement, j'ai 100 000 requêtes qui arrivent, mon cache vient d'expirer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai 100 000 personnes qui essaient d'écrire le même cache en même temps? Ça, il y a énormément de documentation et de choses là-dessus, mais c'est un truc pareil à avoir en tête et que vous allez pouvoir plus ou moins voir avec des tests de montée en charge. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. Bien choisir ses ressources. Là, dans les choses dont je vous ai parlé, il y a différents types de caches. Il va y avoir des caches qui sont en mémoire vive, des caches qui sont plus fichiers. Donc, la mémoire vive, ça va être beaucoup plus rapide. Je pense que vous avez vu dernièrement que la mémoire vive, ça devient une ressource précieuse. Donc on ne peut pas non plus en avoir 15 milliards. Le cache fichier, pour le coup, c'est plus facile d'avoir du disque, mais c'est plus lent. Et aussi, des fois, peut-être que la bonne réponse, c'est aussi de se dire, est-ce que j'ai besoin de mettre du cache partout? Est-ce que c'est pertinent partout? Typiquement, si vous n'avez pas des enjeux de perf folle furieuse et que vous avez des éléments qui sont moins utilisés que d'autres, etc., des fois, la meilleure réponse, ça peut aussi être de ne pas mettre de cache. Donc voilà, la petite phrase, c'est trouver le bon ratio entre besoin, coût et risque. Ça, c'est vraiment pas. Alors, j'ai pas envie d'aller jusqu'à dire que c'est bullshit, mais c'est un peu une réflexion qui se discute. C'est un peu justement sur ce que je vous dis, la mise en place. Typiquement, si vous êtes sur des projets où tout ça n'est pas en place aujourd'hui, comment vous pouvez faire? Je pense qu'il y a un point qui est très important déjà et que dans les équipes tech, on sous-estime peut-être parfois, c'est le monitoring. C'est le fait d'avoir les infos sur ce qui se passe vraiment sur sa prod, parce qu'on a souvent de « ouais, je crois que, machin ». Mais en fait, si vous voulez vraiment avoir une stratégie solide, il faut rassembler les infos qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Donc ça va être du monitoring. Il y a énormément d'outils qui sont hyper bien pour ça. Même en mode gratuit, vous pouvez déjà avoir quelques trucs. Donc ça, c'est hyper important. Analyser derrière, voilà, ça va être expérimenter un peu comme on a pu le faire là ensemble, le fait de faire des tests de montée en charge pour analyser un problème, voir voilà, dans le profiler, etc., s'il y a des problèmes d'écriture de cache où il y en a trop, s'il y a trop de requêtes SQL, de choses comme ça. Il y a un peu cette phase-là. Je pense que déjà, à partir de là, il faut avoir ciblé un problème. À partir du moment où il y a le monitoring, ça va vous dire, par exemple, cette route-là qui est critique pour votre business, là, elle est trop lente, elle est aussi beaucoup trop requêté par vos clients, etc. Donc il faut agir là-dessus, ça va déjà vous permettre de filtrer un peu. Derrière, il faut planifier, il faut avoir des objectifs réalistes. Vous n'arriverez jamais devant votre direction, vos managers, tout ça, en disant là, je vais prendre 6 mois, je vais faire de la refacto, je vais mettre du cache partout. Je ne crois pas que ça existe. L'idée, c'est vraiment avoir un truc réalisable, assez petit aussi, qui va vous permettre notamment de tester. Parce que, en fait, typiquement, c'est ce qui nous est arrivé chez Wamiz.
on a eu de super grandes idées. D'ailleurs, en l'occurrence, c'était un peu moi. En mode, ouais, on va mettre du cache HTTP partout, ça va être trop bien. Et en fait, ça a été une galère, comme je vous le racontais. Et donc, le fait de tester ça sur une plus petite partie, ça permet de se rendre compte des problèmes, ça permet de confronter ses idées à la réalité des choses, sans avoir non plus passé justement 6 mois de dev. Et derrière, ça peut vous permettre aussi d'étudier d'autres pistes potentiellement. Et je pense que c'est vraiment un cycle qui continue. C'est que dès que vous avez implémenté un truc, que c'est en prod, etc., c'est pareil, vous allez analyser l'impact, vous allez voir comment ça évolue, vous allez voir si vos besoins évoluent ou si, entre guillemets, c'est bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui, au final, ne s'arrête jamais, mais qui se fait jalon par jalon, quoi. En tout cas, voilà, on arrive à la fin. C'est tout pour moi. Déjà, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris des choses ce soir ? Donc n'hésitez pas à lever la main pour pas que je me sente trop mal. Ok, trop bien, c'est cool. Et deuxième question, est-ce que après ce talk, là, vous ressortez de là en vous disant, ok, sur mes projets, là, je sais qu'il y a des choses, j'ai envie de les essayer, j'ai envie de les mettre en place. Il y a moins de mains quand même. Hein. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas, je vous ai mis les liens des slides là sur le QR code, c'est pas un virus, c'est juste les slides, notamment pour que vous ayez les liens si ça vous intéresse. Le dépôt est sur GitHub, honnêtement le code est dégueu, je vais essayer de le soigner dans les semaines qui viennent, mais voilà, si vous avez envie de creuser un truc parce que vous l'avez vu là et que vous avez envie de vous en rappeler, il y a le lien du GitHub, mais pour l'instant c'est pas non plus en mode tutoriel, quoi. Je sais pas s'il y a des questions du coup. Il est déjà tard, on va peut-être passer aux pizzas, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à aller le voir, il sera très content de vous en parler jusqu'à la fin de la nuit. Cette anecdote est vraie. Et les pizzas sont là-bas depuis 20 minutes, elles sont peut-être plus très chaudes, mais n'hésitez pas à vous servir, ouvrez les boîtes, servez-vous, je vais aller chercher les bières. Et merci encore à Algolia pour l'hébergement et pour les pizzas, et voilà, et pour toute la soirée.